Voilà, donc bienvenue au cours troisième année. C'est l'introduction au système cardiovasculaire. Donc, pour le cours cardiovasculaire, je vous conseille de voir un livre. Le livre de référence, c'est ce livre-là. Donc, c'est Cardiovascular System at a Glance de Aronson Awards. Donc, il coûte environ 40 francs. Pour ceux qui aimeraient avoir une version française, je pense qu'on peut avoir un livre généraliste de physiopathologie et la traduction française du Silbernagel et Lang est tout à fait convenable, un peu plus cher. Et pour ceux qui veulent avoir une version allemande, il y a ce Taschenatlas de pathophysiologie de Silbernagel et Lang qui coûte en fait normalement un peu moins cher que la version française. Pour ceux qui aimeraient avoir un gros livre, il y a d'autres gros livres qu'on peut conseiller, mais je pense que ça ne vaut pas la peine d'avoir des gros livres à l'heure actuelle. Et puis, dans tous les cas, ce qu'on va vous donner, c'est l'application sur Moodle pour le livre du professeur Goua pour la lecture des CG, parce que la lecture des CG est un assez gros chapitre de la troisième année et des années suivantes. Ce qu'il vous faudra pour les compétences cliniques, c'est bien évidemment un stéthoscope. Et, choisissez plutôt un stéthoscope de ce type-là, donc soit dans la marque Littmann, qui est une très bonne marque, type Cardiology 3, ou une réplique, là, chez DocCheck, qui sont des Allemands. On a la réplique. Ce qu'il faut où il faut faire particulièrement attention, c'est qu'un stéthoscope doit avoir deux parties. Donc, un stéthoscope standard, il y a une partie qu'on appelle la cloche et une partie qu'on appelle la membrane. C'est très important qu'on ait les deux. Alors, dans les stéthoscopes qui sont vendus comme ça avec une cloche à membrane, généralement à l'heure actuelle, comme vous pouvez voir ici, c'est qu'ils ont mis une membrane pédiatrique sur la cloche et puis une membrane adulte sur la partie membrane. Pour examiner les patients, il faudra enlever la partie de la membrane pédiatrique pour les patients adultes. Alors, à quoi ça sert? Ça, on verra un peu plus en détail. Mais ce qu'il faut voir, c'est que ça, c'est plutôt pour les basses intensités. Et puis pour les hautes intensités, on va utiliser la partie membraneuse. Alors pour les très hautes intensités, comme on va retrouver dans les souffles pédiatriques, on met une petite membrane, donc ça veut dire que la cloche est remplie, ou qu'on prend un stéthoscope dédié pour les enfants qui sont plus petits, et puis qui nous permet d'avoir des intensités encore plus hautes. Voilà. Donc ça, c'est les choses importantes à acquérir. Maintenant, pour l'introduction à la cardiologie, ce qui est très important quand même quand on va faire la physiopathologie, c'est de se souvenir de tout ce qui est normal. Et puis là, vous avez la position normale du cœur dans un thorax tout à fait normal. Et vous vous souvenez qu'en fait, le cœur, la partie qui est devant en antérieur, c'est le ventricule droite, en fait, c'est la partie du ventricule droite qui occupe la plus grande partie antérieure, que le cœur est légèrement déplacé sur le côté gauche, donc on va trouver le choc de pointe, la pointe du cœur, on retrouvera entre le 4 et le 5e espace intercostal, sur la ligne médioclaviculaire, et les souffles, par exemple, de valvulopathie, on les retrouve très facilement au niveau du 2e espace intercostal sur les bords sternaux, soit parasternale droite pour la valve aortique, soit parasternale gauche pour la valve pulmonaire. Le dernier point, c'est que vous vous souvenez que l'oreillette gauche, elle est postérieure, elle est juste devant l'œsophage, donc on ne la voit pas ici, mais ce serait à peu près à cet endroit-là postérieurement. Et puis c'est pour ça que si on a un souffle qui va irradier dans l'oreillette gauche, comme c'est le cas par exemple pour l'insuffisance mitrale, à ce moment-là, le souffle va irradier dans le dos.
les cours, vous les avez en détail sur Moodle. Et puis, on va commencer ce cours d'introduction pour lequel il y a finalement très peu à savoir. C'est avec un petit cas. Donc, quand on fait une anamnèse, on s'intéresse à la plainte actuelle. Et puis, on va essayer de voir quels sont les facteurs de risque du patient. Donc, on fait une anamnèse systématique. Donc, on va regarder de manière systématique sur le plan cardiovasculaire quelles sont les plaintes qu'il peut avoir. Donc, on va demander la peine à souffler, qu'on appelle dyspnée. On va demander les douleurs sur le thorax. On va essayer de trouver des douleurs thoraciques qui nous font penser à une atteinte principalement coronarienne, qui sont des douleurs centrales constrictives. On va voir s'il y a des vertiges, des palpitations, et puis finalement la fatigue, et puis la prise de poids, c'est pour l'insuffisance cardiaque droite. Facteurs de risque cardiovasculaire, c'est les facteurs qui sont associés à la mort subite et à la maladie coronarienne. Il y en a 5 absolument que vous allez devoir savoir. Donc ces facteurs de risque, vous les connaissez pour la plupart. C'est l'anamnèse familiale positive, donc c'est si dans la famille il y a des infarctus ou des attaques cérébrales ischémiques avant l'âge de 50 ans pour les hommes, 55 ans, 60 ans pour les femmes. Ensuite, on a le fait qu'on ait du cholestérol et puis qu'on ait un mauvais cholestérol, le LDL cholestérol qui soit trop haut. Il y a l'hypertension artérielle, donc la pression artérielle au-dessus de 140 sur 90. On verra ça plus en détail dans le prochain cours. Il y a le diabète type 2, un diabète sucré type 2, qui est un facteur très important. Mais bien évidemment le tabagisme. Donc le tabagisme à partir de 3 cigarettes par jour est clairement un facteur de risque cardiovasculaire. Donc ça, c'est les facteurs qu'on va vous demander tout au long de votre curriculum de médecine et que vous allez devoir demander bien évidemment toute votre vie aux patients. Donc quand on parle de symptômes, il faut aussi acquérir des livres dédiés aux symptômes. Et moi, je vous conseille d'acquérir ce livre en allemand. C'est un très bon livre qui est tout à fait adéquat et à un prix qui est encore correct. Pour ceux qui ne maîtrisent pas l'allemand et qui voudraient avoir un livre en français, je pense qu'un livre sur le diagnostic différentiel de médecine interne, comme par exemple celui-là, peut faire habituellement l'affaire. Donc, finalement, pour les compétences cliniques, il faudra un livre sur les compétences cliniques, en plus du stéthoscope. Et celui que nous, on recommande depuis des années, c'est celui-là. C'est le livre de Miedeke et Fussel, qui est un livre de nouveau allemand, qui contient un CD-ROM avec l'auscultation cardiaque et pulmonaire, qui est très bien fait. Pour ceux qui ne parlent que le français, on peut prendre par exemple ce livre de Bates, de Barbara Bates. Je préfère que vous ayez, si vous prenez la version de Barbara Bates, que vous ayez les guides de poche, qui a quasiment tout ce qu'il y a dans le gros livre, mais qui est surtout transportable par rapport au gros livre. Et une version qui est très minimaliste, mais qui est très performante, c'est cette version anglaise qui est Husky at a Glance, où finalement avec une double page, il vous explique à chaque fois tout ce que vous devez retenir pour l'auscultation, l'anamnèse et l'auscultation, l'examen clinique, cardiologique, neurologique, etc. Donc ça, c'est un livre très très performant pour ceux qui ne veulent pas avoir le livre en allemand. Donc on va commencer par un cas. Il s'agit d'un patient de 76 ans, ancien médecin, qui se plaint depuis des années d'avoir de temps en temps des palpitations où il ne se sent pas bien. En fait, c'est surtout un malaise, il ne se sent pas bien, une petite gêne à respirer, une petite dyspnée associée à ce malaise. Et puis en fait, il allait consulter plusieurs de nos collègues qui lui ont toujours dit que finalement c'était un peu dans la tête, c'était le fait qu'il soit dépressif
à la suite de la prise de sa retraite. Il faut penser que c'est un ancien médecin-chef très, très bien reconnu par le milieu dans lequel il évoluait, avec une bonne reconnaissance sociale, qui a fait des trucs fantastiques pour l'hôpital dans lequel il officiait. Et c'est sûr que ça fait maintenant un peu plus de 10 ans qu'il est à la retraite. Alors, il vient nous consulter, et puis au moment de la consultation, il dit en fait, maintenant, j'ai ces palpitations là qui me dérangent. Alors, c'est évident que la première des choses qu'on va faire quand il y a quelqu'un qui a des palpitations, et c'est très important de le faire directement, sans avoir fini l'anamnèse, sans avoir commencé le status. Si une personne vous dit « j'ai des palpitations maintenant », c'est très important de pouvoir les objectiver. Alors, on va écrire un électrocardiogramme, comme vous vous souvenez de l'année passée. Donc ça, c'est son électrocardiogramme qui a été pris, vous voyez, donc ça c'était en mai 2020. Et puis, vous pouvez essayer de regarder son ECG. Donc vous vous souvenez de l'année passée, on va essayer de déterminer le rythme. Donc on a son nom, mais là je l'ai flouté pour pas que vous puissiez l'avoir. On regarde que les électrodes sont bien mises, on regarde la calibration, on regarde la vitesse d'écriture, et puis après on va essayer de l'analyser. Donc première des choses, c'est déterminer le rythme cardiaque. Alors pour ça, on recherche des ondes P, on regarde si c'est régulier, pas régulier, etc. Et puis si on regarde par exemple en V2, qui est habituellement une bonne dérivation pour rechercher les ondes P, on voit des espèces d'ondes P ici, là, peut-être là, qui en fait n'ont pas l'air d'être d'ondes P, et puis on a des QRS qui sont régulièrement irréguliers. C'est-à-dire que là, on a un QRS, après il manquerait un QRS, on a de nouveau un là, on a un là, il manquerait un QRS, là, il manquerait un QRS, etc. Et puis si on regarde en 2, 3 et V1, on trouve ça aussi en AVF, un petit peu en AVL, on voit une dent de scie, et cette dent de scie, en fait, c'est ce qu'on appelle un flutter auriculaire. Donc c'est une arythmie qui tourne dans l'oreillette droite, qui est très fréquente en fait, et puis qui est en fait l'origine de ces palpitations. Donc on peut déjà dire au patient, j'ai trouvé la cause de vos palpitations, vous faites un flutter auriculaire très typique avec les ondes en temps de scie. La fréquence cardiaque, si on veut, on peut l'estimer avec le RR. Donc ici, vous voyez que la fréquence cardiaque, elle change. Donc les ondes de flutter, ça prend un grand carré. Donc on sait que c'est 300 battements par minute. Clac, 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 clac. Et puis, on peut regarder combien est la réponse ventriculaire. Donc entre ici et ici, ce serait 300, 150, 100, 75. Alors qu'entre ici et ici, c'est 150. Donc c'est entre 150 et 75 battements par minute, parce que ça dépend un petit peu du passage au niveau du nœud auriculo-ventriculaire. Donc il bloque plus ou moins. Il bloque entre 2 sur 1 et puis 2 sur 4. Donc une fois que ça c'est fait, on peut regarder un petit peu le reste de l'électrocardiogramme, mais c'est sûr que quand il sera en rythme, si vous avez le patient, ce sera déjà mieux. Donc qu'est-ce qu'on fait? Alors ça c'est l'image qu'on avait vue l'année passée, qui montre avec un mapping comment se propage le flutter auriculaire. Donc ça fait un dégradé ici qui tourne autour de l'oreillette droite, autour de la veine cave inférieure. Donc en fait c'est une arythmie qui passe à 300 battements par minute, qui tourne autour de la veine cave inférieure. Donc ce que nous on sait, c'est qu'en fait le flutter auriculaire, il a une cause. C'est sûr que c'est une arythmie qu'on peut facilement ablater en allant brûler le passage. Donc on va faire une cicatrice, mais on doit rechercher une cause secondaire, une cause associée.
Et les causes associées les plus fréquentes, il y a principalement deux types. Il y a les types cardiaques, et c'est la maladie coronarienne, ça peut être juste lié à une hypertension artérielle, une cardiomyopathie, ou après chirurgie cardiaque, ça c'est les causes cardiaques les plus fréquentes, ou ça peut être des causes extracardiaques, et les causes extracardiaques les plus fréquentes, ce sont des causes qui sont liées aux cavités droites, donc en fait au niveau pulmonaire. Ça peut être une hypertension artérielle pulmonaire, on retrouve ça dans l'embolie pulmonaire, ou bien lié à une atteinte du parenchyme pulmonaire, comme la bronchopneumopathie chronique obstructive. De temps en temps, c'est lié à une hyperthyroïdie, et plus rarement, en tout cas à cet âge-là, c'est lié à l'alcool, à la prise de stupéfiants comme la cocaïne, les amphétamines, ou les doses massives de caféine. Donc c'est une arythmie par réentrée, avec une réentrée relativement importante au niveau de l'oreillette droite. Donc quand c'est comme ça, on va faire un bilan du cœur. Donc ça c'est par ultrason, donc ça c'est les plans de coupe habituels. Le ventricule droit ici dans la de coupe parasternale long axe. Donc le ventricule, la chambre de chasse du ventricule droite, le septum interauriculaire, la paroi postérieure du ventricule gauche, la valve aortique, la valve mitrale. Et puis, donc on fait une coupe au niveau de cet endroit-là pour avoir une petite idée de la fonction cardiaque. Donc ça, c'est l'échocardiographie de ce patient spécifique. On a un cœur qui fonctionne bien. Il n'y a pas d'hypertrophie, donc il n'y a pas de grosse hypertension artérielle. Les valves sont fines, elles fonctionnent très joliment. Et puis, on n'a pas de problème de régionalité, donc on a l'impression que son état coronarien est pour l'instant pas si catastrophique. Donc ça, c'était le patient normal, puis ça, c'est le patient tel qu'il est. Donc ça, c'est le médecin-chef dont je vous ai parlé. Et puis vous voyez en fait qu'il a un cœur qui est un peu plus vieilli que l'exemple normal que je viens de vous montrer. Il a une valve qui est sclérosée, qui s'ouvre un peu moins bien. Ici, principalement ce feuillet-là qui bouge plus tellement. On a un cœur qui est un petit peu musclé, donc hypertrophié. Et puis, par contre, on a une oreillette gauche qui n'est pas trop dilatée. Donc ça, c'était la vue parasternale. Maintenant, on va faire une vue apicale. Donc, on va aller à la pointe du cœur, ici. Donc, ça, c'est pas le patient, c'est une patiente, vous l'avez reconnu. Et puis, on va voir donc 4 cavités, 2 ventricules, un à droite, un à gauche, 2 oreillettes, une à gauche, une à droite, les valves mitrales et tricuspides. Puis ici, on incline un peu. Ici, on a la chambre de chasse gauche avec la valve aortique. Donc ça, c'est de nouveau ce patient qu'on voit. Donc on voit qu'il est arythmique. Vous voyez qu'en fait, les oreillettes elles se contractent un peu bizarrement. Et puis que les ventricules, ils ne se contractent pas toujours la même chose. On voit qu'il est pendant cette fibrillation, ce flotteur auriculaire. L'oreillette gauche, je vous le dis, elle est très légèrement allongée. L'oreillette droite, c'est normal. La fonction, elle est encore préservée avec un muscle un tout petit peu un myocarde un tout petit peu musculaire, et puis des valves qui ont l'air encore perméables. Donc la première des choses qu'on va faire après cela, c'est qu'on va s'assurer qu'il n'y a pas de caillot dans l'auricule gauche, donc l'appendice de l'oreillette gauche. Pourquoi? Parce qu'en fait, en cas de thrombus auriculaire, de flotte auriculaire, tout comme la fibrillation auriculaire, comme on a des flux lents dans l'oreillette gauche, on peut avoir dans cet appendice la formation d'un caillot, donc un thrombus, qui, si on va réduire l'arythmie, peut partir dans la circulation et faire une embolisation systémique, principalement cérébrale. Donc ça, c'est ce patient qui est toujours en arythmie. Vous voyez ici son auricule gauche qui n'a pas de caillot, raison pour laquelle on va pouvoir le traiter. Alors pour le traiter, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une cardioversion électrique. On met deux pads de défibrillateur, et puis ensuite on va lui donner un choc électrique à 200 joules.
Par la suite, je l'ai adressé au professeur de la Créta. Le professeur de la Créta, c'est un cadre qui est spécialisé dans les arythmies. Donc ce qu'il va faire, c'est mettre en évidence l'arythmie. Et puis ensuite, il va brûler le triangle de Cosio, qui est en fait cette partie où le flotteur auriculaire remonte autour de la veine cave inférieure. Donc en faisant juste une cicatrice à cet endroit-là, il réussit à bloquer le risque de récidive de flotteur auriculaire. Alors comme je vous ai dit, il faut chercher les causes secondaires. Donc j'ai complété ça chez ce patient par une coronarographie. Donc là vous voyez l'axe gauche. Donc vous vous souvenez qu'il y a un tronc commun et puis après il y a deux grandes branches qui partent du tronc commun gauche. Une branche qui s'appelle circonflexe qui part sur le côté et une branche interventriculaire antérieure qui part entre les deux ventricules. Donc ça c'est la vue qu'on appelle spider. Ça c'est une autre vue en oblique droite où en fait on voit l'IVA qui part ici et puis la circonflexe qui part un petit peu sur le côté. Mais ce qu'on voit ici, c'est qu'il y a surtout une maladie coronarienne avec une sténose très serrée de l'ostium de l'artère de la branche circonflexe et une sténose tout aussi serrée et bien calcifiée de la bifurcation entre l'artère interventriculaire antérieure et la branche diagonale. Donc chez ce patient, on aurait pu mettre des stents, mais ça voudrait dire qu'il faut aller fraiser avec le rotablator avant de mettre les stents, ou le faire ponter. Il a 76 ans, j'ai décidé d'aller le faire ponter. Ça, c'est là encore la branche droite. Vous voyez ici la fonction ventriculaire gauche qui est tout à fait préservée. Ce que vous pouvez aussi voir, c'est des calcifications assez importantes dans l'arbre coronarien. Donc je l'ai fait ponter, c'est-à-dire que je l'ai adressé à un chirurgien. Le chirurgien, qu'est-ce qu'il a fait? C'est qu'il a dévié cette jolie artère mammaire qu'on voyait sur l'artère interventriculaire antérieure, schématisée ici. Et puis ensuite, il a encore complété avec un autre montage sur le réseau marginal. Quelques jours après ça, l'évolution a été tout à fait favorable. Il est parti rentrer à la maison. Il me renvoie un message comme quoi il a de nouveau des arythmies depuis 7h45 du matin. Vous voyez qu'on est un samedi. Et puis, je lui avais donné un petit ECG portable. Il avait réussi à faire 3 enregistrements qu'il m'a envoyés. Donc, il se demandait s'il fallait prendre le bêta-bloqueur ou l'anti-arythmique. Il me souhaitait une bonne journée. Alors, l'ECG portable, ça c'est un des ECG portables qu'on a. C'est très fiable, ça fait la dérivation numéro 1. Donc le patient il met ses pouces sur les deux boutons là. Il faut qu'il soit préalablement un petit peu mouillé, soit avec de la transpiration, de la salive ou de l'eau. Et puis ensuite, on peut faire une acquisition sur à peu près 30 secondes. Et c'est des mesures relativement fiables. Vous voyez ici le contexte de ce patient, le 4 juin 2016. Vous voyez qu'en fait le patient il présente de nouveau une arythmie, donc on fait de nouveau une analyse. Donc c'est un rythme qui est plutôt rapide, la machine a mesuré à 109 battements par minute, donc c'est une tachyarythmie. Et puis ensuite, si on regarde, les intervalles RR sont toujours un peu différents. Donc c'est une tachyarythmie absolue, et puis la tachycardie absolue, quand c'est complètement arythmique avec un QRS fin, c'est par définition de la fibrillation auriculaire. Donc la fibrillation auriculaire, en fait, c'est aussi une pathologie par réentrée, mais avec des toutes petites circuits de réentrée qui sont organisés autour des veines pulmonaires dans l'oreillette gauche. Et puis ça demande de nouveau un traitement spécifique. Le premier traitement, c'est une cardioversion avec ou pas en antiarythmique, donc soit de la cordarone, soit ce Tambocor, qui sont les médicaments les plus prescrits pour ça. Et ensuite, on peut de nouveau l'adresser au professeur de la Créta, qui cette fois, à la place d'aller brûler la réentrée dans l'oreillette droite, il fait un abord transseptal, et puis il va aller isoler ces veines pulmonaires, et puis ensuite, généralement, il va faire une compartimentation,
électrique de l'oreillette gauche. Donc voilà, c'est juste pour vous dire que les maladies cardiaques sont fréquentes, sont imbriquées les unes dans les autres, et puis que maintenant on va pouvoir tout voir ça en détail au cours des prochains cours. Donc les prochains cours qui vont être donnés, voilà. Les prochains cours qui vont être donnés seront donnés par le professeur Goua, qui va vous parler de syncope et DCG. Ensuite, vous aurez un cours de pharmacologie sur les antiarythmiques. Je vous reverrai pour l'hypertension artérielle avec la pathologie du professeur Rueg, quelques cours de pharmacologie, les douleurs thoraciques, la maladie coronarienne, avec les cours de pathologie associés, et puis ensuite la maladie coronarienne et l'infarctus, donné par le professeur Tony, avant qu'on passe aux valvulopathies. Donc il y aura l'auscultation cardiaque, les valvulopathies courantes, ensuite l'insuffisance cardiaque, le traitement de l'insuffisance cardiaque, et les choses beaucoup plus rares, c'est ce qu'on appelle la cardiologie spéciale, donc les cyanoses, les cardiopathies congénitales, l'hypertension artérielle pulmonaire et les atteintes du péricarde, avant de finir par le choc cardiogène et le traitement du choc. Donc ça c'est le cours de cette année à suivre tout bientôt. Voilà, merci.